Bienvenue au Swiss Plasma Center, l'un des laboratoires les plus avancés au monde pour la recherche sur la fusion nucléaire. Ici, les scientifiques cherchent à recréer l'énergie des étoiles sur Terre. Oui, c'est exactement ce que les ingénieurs et chercheurs tentent de réaliser. Produire une source d'énergie propre, sûre et quasiment inépuisable. Depuis sa création en 1961, le tokamak à coefficient variable, TCV, joue un rôle central dans ces recherches. Ce dispositif expérimente différentes configurations magnétiques pour mieux comprendre le plasma, cet état de la matière où se produit la fusion nucléaire, et optimiser la production d'énergie. Alors, comment fait-on pour créer la puissance d'une étoile ici sur Terre? Et surtout, comment les scientifiques contrôlent-ils ce plasma brûlant à des millions de degrés et pour qu'il reste stable et productif? Allez, c'est parti, plongeons dans l'univers fascinant du TCV et découvrons les secrets de la fusion nucléaire. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la fusion nucléaire? La fusion nucléaire, c'est une réaction au cours de laquelle deux noyaux atomiques légers s'assemblent pour former un noyau plus lourd. Quand cette fusion se produit, une énorme quantité d'énergie est libérée. Pourquoi? Parce qu'une petite partie de la masse des noyaux disparaît. Et comme l'a montré Einstein avec la célèbre formule E est égal mc au carré, cette masse est transformée en énergie. La fusion nucléaire a lieu naturellement dans le Soleil, mais on ne peut pas reproduire exactement la même réaction ici sur Terre, car la réaction proton-proton nécessite des conditions extrêmes de température, de pression et de gravité impossibles à maintenir artificiellement. C'est pourquoi sur Terre, on ne cherche pas à copier la réaction du Soleil. On utilise une autre réaction de fusion plus accessible dans des conditions terrestres. La fusion du deutérium avec le tritium, qui sont deux isotopes d'hydrogène. Cette réaction est choisie parce qu'elle permet la fusion à des températures plus basses tout en libérant beaucoup d'énergie. On va voir ce très joli poster qui explique très bien ce qui se passe à l'intérieur du tokamak. Et donc ce que vous voyez justement ici, c'est le tokamak. À l'intérieur, on emprisonne les deux isotopes de l'hydrogène dont je vous ai parlé, le deutérium et le tritium. Et le but ici sera de les chauffer à une température extrêmement élevée, de l'ordre de 100 millions, 150 millions de degrés, afin que les noyaux puissent entrer en collision avec suffisamment d'énergie pour fusionner. À ces températures, on ne parle plus de gaz. La matière est dans un quatrième état appelé plasma. Les atomes sont ionisés, ce qui signifie que les électrons sont séparés des noyaux. Et ça va être la grande différence entre l'état gazeux et l'état plasma. Une question très évidente se pose alors. Comment les parois du tokamak ne fondent-elles pas à une telle température? La réponse se trouve dans les bobines magnétiques que vous voyez juste ici. Elles produisent un champ magnétique extrêmement intense qui empêche tout contact entre le plasma et les parois. Grâce à la force qu'on appelle la force de Lorentz, les particules chargées du plasma suivent des trajectoires hélicoïdales le long des lignes du champ magnétique. Le plasma est donc confiné sans jamais toucher les parois du tokamak. Lorsque la fusion a eu lieu, elle produit deux particules. Une particule alpha, qui est le noyau d'hélium chargé positivement, et un neutron électriquement neutre. La particule alpha étant chargée reste piégée par le champ magnétique et contribue à réchauffer le plasma, ce qui aide à entretenir la réaction. Le neutron, quant à lui, n'étant pas chargé, ne sera pas influencé par le champ magnétique. Il peut donc quitter le plasma et frapper les parois spécialement conçues autour du tokamak. En déposant son énergie, il chauffe un fluide, par exemple de l'eau, qui se transforme en vapeur. Cette vapeur alors va faire tourner une turbine, laquelle entraîne un alternateur, permettant ainsi de produire de l'électricité. Et donc c'est parti, là maintenant on va voir les machines qui vont faire fonctionner le tokamak, car dans un tokamak, on chauffe le plasma à des températures extrêmement élevées, de l'ordre de centaines de millions de degrés, mais paradoxalement, certaines parties de la machine doivent être refroidies à des températures extrêmement basses. C'est là qu'intervient le système cryogénique ici. Le système cryogénique est un ensemble d'installations qui permettent de refroidir certaines composantes du tokamak jusqu'à des températures proches du zéro absolu, soit environ moins 269 degrés Celsius.
Ce refroidissement est indispensable pour les aimants supraconducteurs. À ces températures très basses, ces aimants peuvent conduire un courant électrique sans aucune résistance, ce qui leur permet de créer des champs magnétiques très intenses et stables. Le système cryogénique fonctionne essentiellement grâce à l'hélium liquide qui circule dans les aimants et absorbe la chaleur pour les maintenir à une température extrêmement basse. Et là, je vais vous laisser écouter le son que ça fait. Concernant le projet, il n'est pas seulement financé par la Suisse, mais aussi par l'Union européenne. C'est pour ça que vous voyez les deux drapeaux juste ici. Et donc là, on va aller voir les ingénieurs et les physiciens qui travaillent dans la base de contrôle. Et sur les images magnifiques qu'on voit sur cet écran, c'est justement le plasma à l'intérieur du tokamak et les chercheurs sont en train de travailler sur la recherche de la forme la plus optimale à donner à ce plasma. Il est évidemment impossible d'aller voir le tokamak directement. En revanche, on peut découvrir quelque chose de vraiment sympa et c'est Helios. Helios est une installation conçue par des étudiants ici même. Elle permet de visualiser concrètement comment un plasma réagit à un champ magnétique et surtout de comprendre à plus petite échelle ce qui se passe à l'intérieur d'un tokamak. Du coup là je vous présente Helios, cette petite machine fascinante où l'on peut voir le plasma s'animer et interagir avec les champs magnétiques. La couleur que vous voyez n'est pas seulement décorative et de plus ce n'est pas la couleur du plasma en lui-même. Elle correspond à une énergie précise émise par des photons. Ce principe introduit par Planck et appliqué par Einstein dans l'effet photoélectrique en 1905 et pour lequel il a reçu le prix Nobel plus tard, nous permet de comprendre pourquoi la lumière est quantifiée et comment elle dépend de la couleur. Ici, en l'occurrence, on a le néon, tandis que si on modifie l'élément à l'intérieur, là, on va mettre de l'argan et vous allez voir que la couleur a notamment changé et elle est devenue plutôt violette. Conclusion, ces recherches permettent au Swiss Plasma Center d'étudier les formes magnétiques les plus optimales pour la stabilité et la densité du plasma et qui seront des informations primordiales pour ITER. ITER, c'est un réacteur de fusion nucléaire qui sera installé en France et qui aura pour but de démontrer pour la première fois que nous pouvons produire de l'énergie grâce à la fusion nucléaire bien plus qu'elle n'en consomme. Juste imaginez une énergie abondante, des combustibles virtuellement inépuisables, pas d'émissions de CO2, pas de déchets radioactifs, aucune prolifération et aucun risque d'emballement de la réaction. Juste avec 2 litres d'eau, une petite bouton de lithium, nous pouvons produire l'équivalent de 5 barils de pétrole. Parce que le tritium, on peut facilement en produire grâce au lithium qui est présent dans les piles électriques, tandis que le deutérium, il est présent en abondance dans l'eau de la mer. Car un atome d'hydrogène sur 6000 est un deutérium. Et c'est pour cette raison qu'on peut parler de l'une des plus grandes révolutions du XXIe siècle. C'était le mot de la fin et à la prochaine.